Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va encore parler du bouquin Les Irresponsables qui a porté Hitler au pouvoir de Johann Chapoutot. Aujourd'hui, le sujet, c'est le chapitre 2. Un régime présidentiel, hyper-personnalisation et règne des entourages. Ce chapitre, il va traiter de Hindenburg d'un aspect un peu plus personnel et psychologique, entre guillemets, et aussi se pencher sur quels sont les effets d'un pouvoir aussi personnel que le régime présidentiel qui est mis en place dans cette situation. Pour commencer, ce que Chapoutot va dire, c'est que Hindenburg, il fera la comparaison avec Pétain, où il va dire que, comme Pétain, c'est un retraité, mais qui est appelé à venir servir l'armée pendant la Première Guerre mondiale. Et il est donc rappelé. En revanche, il ne sera pas appelé sur le front, il ne sera pas appelé à être soldat dans les tranchées, il sera appelé à être une figure représentative de l'armée allemande. C'est un genre d'oncle Sam allemand de l'époque, si vous voulez. C'est pas la première fois qu'il participe à une guerre, puisque en 1866, il a fait la guerre contre les Autrichiens, en 1870, il a fait la guerre contre les Français, mais au-delà de ça, il a eu une carrière relativement paisible en dehors de ces deux épisodes-là. C'est quelqu'un qui est très bon communicant et donc il va essayer de se mettre en avant à la place du général Erich Ludendorff par rapport à la victoire contre les Russes à Tannenberg notamment. Et donc c'est quelqu'un qui est décrit comme très opportuniste et parfois même un peu menteur pour tout ce qui va pouvoir lui apporter plus de gloire et une meilleure image. À tel point que dans un chapitre précédent, on avait mentionné la nomination de Brüning et comment il se faisait approcher par Schleicher, qui est un conseiller de Hindenburg. Brüning, à ce moment-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se demander est-ce qu'il peut réellement faire confiance à Hindenburg. Et pour ça, il va aller demander à Wilhelm Groner, qui est son successeur à la tête de l'armée, s'il pense que Hindenburg est quelqu'un digne de confiance. Assurément, une question difficile, presque sacrilège pour celui qui avait la plus longue expérience personnelle avec le président du Reich. Est-ce que notre vieux chef est digne de conscience? Fidèle jusqu'à l'abnégation sacrificielle, Groner, à qui tout le monde imputait indûment la fuite de Guillaume II, ce qu'Hindenburg se gardait bien de rectifier pour épargner la moindre entaille à sa statue, rassura alors Brüning. Disons que les temps ne sont pas encore mûrs pour que les événements de 1918-1919 soient racontés publiquement. Notre vieux chef n'est pas responsable de la défaite militaire. Je me suis comporté à son égard pendant 12 ans durant, de telle sorte qu'il ne peut que suivre mes conseils. C'est humainement impossible qu'il en soit autrement. Je vous donne ma parole d'officier, que j'userai de cette influence auprès de lui, pour vous soutenir jusqu'au bout. Émouvant dialogue, Groner ne se doutait toujours pas que la parole d'officier d'Hindenburg ne valait certainement pas la sienne. En réponse instructive, Groner signifiait à Brüning qu'il n'en savait assez pour circonscrire le vieux si le général Groner devait se révéler un ministre loyal et fidèle. Il allait être lâché en rase campagne par son vieux chef en mai 1932, qui lui reprochait 1000 choses fermentées dans les profondeurs d'une psyché acariâtre, notamment le fait que, veuf depuis 1926, Groner s'était remarié en 1930 et que le couple avait donné naissance à un fils peu après le mariage, bien avant le délai des 9 mois. Pire, le Generalleutnant avait été vu en ville poussant le landau de son bébé, une tâche de nourrice ou de mère, de femme en tous les cas, et pas d'officier général de l'armée prussienne. Donc clairement, Hindenburg, c'est quelqu'un qui est pas digne de confiance, qui va s'arranger de tirer profit de toute situation, et qui a aussi des préjugés profondément misogynes. Mais alors la question, c'est déjà comment Hindenburg se retrouve au pouvoir en fait. Parce que comment cet ancien dirigeant de l'armée va se retrouver propulsé président, ce qui ne lui était pas particulièrement prédestiné, entre guillemets. Pour comprendre comment Hindenburg devient président, il faut déjà comprendre une particularité un peu étrange de la loi allemande de l'époque. Une curiosité de la loi électorale du 4 mai 1920 qui dispose simplement en son article 4-2 que, en cas de second tour, ouvrez les guillemets, est élu celui qui a réuni le plus grand nombre de suffrages valables, fermez les guillemets, sans autre précision. C'est dans l'exposé des motifs de cette loi électorale, consignée au JO du Reich, que le ministre de l'Intérieur de l'époque avait expliqué que cette interprétation très libre de la loi était conforme aux intentions du législateur. Alors de quelle interprétation libre de la loi on parle? C'est que, en fait, dans les élections présidentielles allemandes, il y a un premier tour, et puis s'il n'y a pas de majorité absolue,
il y a un deuxième tour. Jusque-là, tout est classique. En revanche, au deuxième tour, on n'interdit absolument pas qui que ce soit de se présenter. C'est-à-dire que des gens peuvent se présenter au deuxième tour alors qu'ils n'étaient pas présents au premier tour. Et c'est ce qui va se passer dans le cas d'Hindenburg. Puisque aux élections présidentielles de 1925 se constitue un Reichsblock, qui est le bloc des partis de droite et des associations patriotiques, et qui vont se retrouver à demander à Hindenburg d'être leur candidat. Alors ce Reichsblock, c'est un bloc plutôt monarchiste, qui est pour la restitution d'une monarchie en Allemagne, en tout cas pour une grande partie de ce bloc. Jusqu'à là, leur candidat du premier tour, qui s'appelle Karl Jars, avait obtenu 38,8% des voix, ce qui est un très bon score, mais globalement ne garantissait pas de l'emporter à toute fin. Notamment parce qu'ils ont peur d'une chose, ils ont peur d'une union de la gauche. L'union de la gauche et du centre, en réalité, plutôt, derrière ce qui se nomme le Volksblock, donc le bloc du peuple. Cette union de la gauche, elle va regrouper plusieurs partis, le SPD, le DDP et le Zentrum. SPD, donc encore une fois le Parti socialiste allemand, DDP, c'est le Parti démocrate allemand, et le Zentrum, c'est un parti centriste. À eux trois, ces trois groupes politiques représentent 49,3% des votes pour le premier tour. À ça, on peut compter aussi que le KPD, le Parti communiste allemand, lui compte 7% des voix. Et puis, si on rentre dans les détails, le Parti socialiste est devant avec 29% des voix, et le centre avec seulement 14,5%. Mais, curiosité, plus ou moins, ce qui va se passer, c'est que le SPD va décider de se retirer en faveur d'un candidat du centre. L'idée derrière, c'est que le candidat SPD Otto Braun, lui, il avait plutôt envie d'être ministre-président du Land de Prusse. Alors, on rappelle, l'Allemagne, c'est une république avec des landes, c'est-à-dire que les landes sont des territoires semi-indépendants, avec leur propre gouvernement, leur propre président, etc. Et donc, ce candidat du SPD se dit, moi, je n'ai pas envie d'être président du Reich, j'ai envie d'être président de Land de Prusse. Et donc, il passe un accord avec le centre pour dire, écoutez, moi je me retire, on va soutenir votre candidat du centre, et ça marchera bien comme ça. Les électeurs du SPD et les militants vont effectivement vivre ça un peu comme une trahison, puisqu'effectivement, on part d'un candidat socialiste vers un candidat tout bonnement centriste. À cet égard, le SPD va avoir un message à leur adresser, il leur dit, Chapoutot dit, pour ses militants et électeurs, le SPD publie un communiqué qui, comme souvent, mêle grandiloquence et balourdise. Nous avons remporté la première bataille, il faut vraiment terminer cette campagne par une victoire. Notre premier objectif, c'est de préserver et de sécuriser la République. Notre loi suprême, c'est de battre les monarchistes. C'est pour cela que nous devons nous unir pour ce second tour. Notre désunion donnerait la victoire aux monarchistes. Notre union sera leur défaite. Présenter un candidat social-démocrate aurait rendu plus difficile le rassemblement de toutes les forces républicaines. C'est la nécessité politique qui exige l'union des trois partis qui, ensemble, ont rédigé la Constitution de Weimar, pour laquelle tant de martyrs se sont sacrifiés. L'émouvante évocation des martyrs interdisait sans doute de parler des vraies raisons. L'accord pour la Prusse, quant à battre les monarchistes, il faut avoir bien en mémoire que cette proclamation électorale du SPD est la comparer avec celle de 1932, quand, à l'issue du septennat d'Hindenburg, le SPD se ralliera sans barguigner à sa candidature, dotée sans doute d'une plus grande tolérance pour les maréchaux, l'armée, la droite, les grands agrariens, l'industrie lourde et donc les monarchistes. Quand on parle des trois partis qui ensemble ont rédigé la Constitution de Weimar, on parle effectivement du SPD, du DDP et du Zentrum. Et donc cette union de gauche et centre-gauche, malheureusement ce qui va se passer, c'est qu'Hindenburg sera soutenu par le parti catholique bavarois BVP, qui en réalité est lié au Zentrum, mais qui refuse de soutenir un candidat qui soit aussi celui des socialistes. Donc en réalité, le choix de présenter un candidat du Zentrum n'aura finalement pas servi au bloc du peuple. Et notamment, il y aura aussi une déclaration de la part de Franz von Papen, qui est au Zentrum, mais sur l'aile droite, et lui qui va dire, tout comme l'aile droite du Zentrum, dont l'homme d'affaires et député prussien Franz von Papen, qui déclare que pour pouvoir mener demain une politique antisocialiste, on ne peut aujourd'hui élire un représentant du Zentrum avec des millions de voix SPD.
Donc l'argument de Franz von Papen, c'est quand même d'arriver et dire de toute façon, on n'a pas l'intention de faire une politique sociale, on a l'intention de faire une politique droite, d'austérité, et donc on n'a pas envie de se faire élire avec les voix de gauche. Et puis une deuxième raison de ce qui fait perdre les élections au bloc du peuple, ce sera en réalité que le KPD décide de maintenir sa candidature et même d'appeler à ne pas voter pour le parti, pour le candidat Wilhelm Marx qui provient du Zentrum. Et si le KPD avait abandonné un temps sa ligne de classe contre classe, qu'il avait conduit à dénoncer un faux choix entre le dictateur civil Marx et le dictateur militaire Hindenburg, et à appeler à un combat de masse contre les dictateurs issus de la bourgeoisie, chaque travailleur avec une conscience de classe vote contre Hindenburg et Marx pour Thalmann, avait proclamé le KPD, qui a donc permis, avec les catholiques de droite du BVP, l'élection d'un militaire monarchiste. Avec 6,7% des voix, mais dans un second tour marqué par une forte hausse de la participation, Thalmann était cependant satisfait. Il avait rassemblé un demi-million de voix supplémentaires. Et donc là-dedans, au final, ce que va critiquer Chapoutot, c'est de dire que si en réalité Hindenburg gagne cette élection, c'est parce que d'une part, le centre et la droite sont obsédés par leur terreur du socialisme et leur envie de lutter contre le socialisme et d'être sûr que non, surtout pas de socialistes au pouvoir. Et de l'autre côté, le Parti communiste qui va garder une position électorale juste pour marquer des points quand en réalité le scrutin est déterminant et en réalité on a le choix entre un monarchiste et quelqu'un de républicain. Pour Chapoutot, c'est un point de divergence profonde de l'histoire parce qu'en réalité, si Wilhelm Marx était élu, ça a beau ne pas être un candidat de gauche, il a beau ne pas avoir prévu d'effectuer une politique de gauche, c'est quelqu'un qui a fait partie des constituants de la République de Weimar. Et donc, qui aurait veillé au respect de la Constitution, de sa lettre comme de son esprit. Et donc, il n'aurait pas abusé des pouvoirs donnés au président par la Constitution de Weimar, comme l'a fait notamment Hindenburg, ce qui, à terme, a mené à la mise au pouvoir des nazis. Et donc, Hindenburg accepte le résultat et déménage à Berlin, où il arrive sous les hurrahs le 11 mai 1925. Le 12, il prête serment devant le président du Reichstag, le SPD Paul Loeb, en jurant fidélité à une constitution qu'il vient à peine de découvrir, mais qu'il a pris le temps de lire avec attention. Il en apprécie les pouvoirs considérables conférés au président du Reich, comme l'article 47 qui lui attribue le commandement suprême des armées, l'article 45 qui en fait le représentant du pays à l'étranger, donc le maître en dernier ressort de la politique étrangère allemande, ainsi que l'article 53 qui lui donne le pouvoir de nommer le chancelier et les ministres, et l'article 25 qui lui permet de dissoudre le Reichstag. Dans sa lecture studieuse du texte constitutionnel, Hindenburg a souligné en bleu tout ce qui concerne le président et en rouge tout ce qui a trait au Reichstag. Vieille habitude d'officier d'état-major et code couleur révélateur. Le crayon rouge sur les rapports et les cartes sert à noter tout ce qui concerne l'ennemi, ce qui en dit long sur sa conception des pouvoirs de la République et de leurs rapports. Pour autant, Hindenburg prend son serment dicté par l'article 42 très au sérieux. Le précédent, il l'a prêté en 1866 à la personne du roi de Prusse Guillaume. Il adorne son serment de 1925 de deux formules religieuses. Ce protestant pieux prend donc doublement Dieu à témoin qu'il consacrera ses forces au bien du peuple allemand, à sa prospérité, à sa protection, et qu'il préservera la Constitution et les lois du Reich. Donc Hindenburg, c'est quelqu'un qui, déjà, dès sa prise de pouvoir, a une conception très présidentielle du pouvoir, mais en plus à l'encontre du Reichstag, donc du Parlement allemand. Son enjeu, c'est pour lui d'utiliser la force de son mandat aussi loin que la Constitution le permet. Malheureusement, pour les monarchistes qui l'ont soutenu, ils sont un peu déçus de ne pas le voir effectivement réinstaurer une monarchie. Mais ce que dit Hindenburg, et ce qui n'est pas étonnant vu le portrait d'opportuniste qu'en est dépeint, c'est que lui, à choisir, il préfère quand même au final être président en République que serviteur en monarchie. Son usage de la Constitution et sa manière de l'interpréter et d'appliquer ses règles
va lui permettre de mettre en place un pouvoir présidentiel fort qui, quelque part, va tout de même convenir aux gens qui l'ont élu dans l'espoir d'un retour de la monarchie, puisque la droite qui voyait en lui un Ersatz-Kaiser, donc un, un simili-empereur, simili-roi, entre guillemets, quoi. L'idée, c'est de dire que c'est quelqu'un qui va faire office d'eux, sont relativement satisfaits et vont le soutenir dans son interprétation de la loi. Notamment, ce sera le cas de Carl Schmitt, dont on a déjà discuté dans un chapitre précédent. Ce que dira Carl Schmitt au sujet de cette constitution et de son interprétation, c'est « Si la confiance du peuple entier se réunit réellement sur une seule personne, cela ne se fait sûrement pas pour qu'il reste sans importance politique, tienne des discours d'inauguration et couvre de son nom les décisions d'autrui. Il est donc vraisemblable et parfaitement conforme à l'idée maîtresse de l'article 41, qui dispose que le président du Reich est élu par la totalité du peuple allemand, que le Reichspräsident est un chef politique entre le commandement suprême de l'armée, l'état d'exception, le droit de grâce, etc. Le président dispose de pouvoirs de gouvernement étendus. Mieux, c'est bien le président du Reich qui, selon Schmitt, est le véritable chef, non seulement de l'État, mais le chef politique du pays. Par conséquent, la constitution de Weimar laisse envisager deux chefs politiques, le chancelier du Reich et le Reichspräsident. Le premier fixe les lignes directrices de la politique, mais uniquement parce qu'il est porté par la confiance du Reichstag, c'est-à-dire par une coalition instable et non fiable. En revanche, le Reichspräsident a la confiance du peuple entier, non pas indirectement par l'intermédiaire d'un parlement déchiré en partie, mais immédiatement sur sa personne. Des mots qui pèsent lourd tant dans l'évolution de la pratique institutionnelle au début des années 1930 que plus tard chez les constitutionnalistes français de 1958, qui se sont moins inspirés du discours de Bayeux que des réalités allemandes des années 1930-1933 et de la lecture de Carl Schmitt. Donc c'est dit ici, en fait, Carl Schmitt, c'est quelqu'un qui va être influent sur comment on va écrire notre constitution à nous dans la Ve République française, qui va pas mal se calquer sur la pratique du pouvoir dans la République de Weimar dans ces années-là. D'où le fait qu'on va trouver autant de similitudes entre notre situation politique actuelle et la situation politique en Allemagne à cette époque. Et pour en revenir aux idées de Carl Schmitt, ce qu'il en dit, grosso modo, c'est que le président et le président du Parlement sont les deux personnages légitimes à avoir un pouvoir. Le président élu au suffrage universel direct a donc un meilleur pouvoir et plus légitime que le président du Reichstag, puisque celui-ci sera élu de manière par délégation de pouvoir via les députés, et que de plus, ces députés qui ne parlent pas de la même voix, vu qu'ils ne sont pas tous d'accord, sont donc vus de ses yeux comme non fiables. Et donc, pour en revenir à Hindenburg, Chapoutot dit « L'homme de 77 ans qui revêt la charge suprême du Reich a une culture politique d'une simplicité élémentaire et roborative. De militaire, peu porté sur la lecture et la théorie. Il se borne à promouvoir l'union du peuple allemand, à exalter les vertus prussiennes, entre parenthèses honneur, devoir, fidélité et sacrifice, à cultiver le souvenir de l'esprit de 1914 et à exiger l'obéissance de ses subordonnés, au nombre desquels il compte de manière croissante au fil du temps le chancelier et les membres du gouvernement. Par ailleurs, Hindenburg cultive des obsessions d'homme de droite et des animadversions de baron. Il déteste les sociodémocrates dans lesquels il voit, comme sous l'Empire, des éléments antinationaux. Il se méfie par principe et par culture à la fois protestante et bismarckienne des membres du centre catholique, le Zentrum, à l'exception de ceux qu'il décide de distinguer et d'adopter, à savoir Brüning et Papen, sur le fondement de leurs états militaires et de leur conservatisme. Il abomine les syndicats et a tout particulièrement les communistes en horreur. Toutes les tendances de la modernisation propre à la société weimarienne le répugnent, de l'émancipation féminine à l'exode rural, des nouvelles musiques au cinéma, et il entretient une défiance sourde à l'égard des Juifs et des Polonais. Inutile d'ajouter qu'il affiche une indifférence quasi minérale à l'égard des questions sociales. La famille et la paroisse doivent pourvoir à la charité privée et publique. La notion même d'État-providence lui est étrangère. Il n'a d'ailleurs pas bien compris ce qui a pris à Bismarck, saisi d'une forme de purite socialiste dans les années 1880, alors que sur un domaine de Prusse orientale, le maître et les solidarités organiques pourvoient bien à tout.
Hindenburg, c'est quelqu'un qui a des idées un peu rances et bien réactionnaires, hein, et même pour l'époque, parce qu'il s'oppose globalement à... Mais aussi, c'est quelqu'un qui a des relents antisémites et xénophobes. Même pour faire simple, qui a des relents racistes. Parmi ses obsessions en tant que figure de droite, lui, il en a une qui est de former un arc nationaliste qui irait du Zentrum jusqu'aux nazis, en sachant que, bien évidemment, comme on l'a dit jusque-là, le Zentrum, tout n'est pas bon à prendre selon lui, puisqu'il faut juste garder les éléments les plus réactionnaires et conservateurs et de droite, quoi. Il a une autre grande préoccupation qui est la situation agricole dans la région de Schleswig-Holstein. C'est une région au nord de l'Allemagne qui s'oppose beaucoup au pouvoir en place, c'est-à-dire que qui a une position un peu dégagiste, un peu en opposition pure au gouvernement qui succède. C'est-à-dire que dans les années 1910, en 1914, la part de vote pour le SPD, donc le Parti socialiste allemand, s'élevait jusqu'à 40% dans ces milieux-là. Mais après les années 20 et les différentes choses qui ont pu se dérouler au cours des années 20, c'est le SPD qui gouverne et donc finalement, cette région se retrouve majoritairement opposée au SPD. À savoir que pendant les années 20, il y a pas mal de choses qui ont frappé un peu l'Allemagne. Le traité de Versailles toujours à rembourser, l'hyperinflation et la baisse des prix agricoles, ce qui frappe particulièrement cette région-là. L'Allemagne paysanne, dans son ensemble, elle est en crise en fait. L'exode rural, il a commencé plus tôt qu'en France. La guerre, elle a impacté lourdement les investissements dans les machines agricoles. Et donc, l'Allemagne, qui réintègre progressivement le marché économique avec les autres nations, recommence à faire des traités de libre-échange et notamment, par exemple, on se retrouve avec le problème de la viande importée de Pologne qui va mettre dans la difficulté les éleveurs en Allemagne. Et donc, toutes ces circonstances vont faire qu'il va y avoir une série de saisies de terres agricoles et de fermes parce que les propriétaires de ces terres ne sont pas en mesure de rembourser les prêts qu'ils ont faits. Et face à ça, va se créer un mouvement qui va s'appeler le mouvement Landvolk, pour dire peuple des campagnes, qui va s'opposer violemment et physiquement aux policiers et aux huissiers de saisie. Il va y avoir des attentats à la grenade, des attentats à la bombe qui vont être perpétrés contre les perceptions fiscales, contre des domiciles d'élus et même au Reichstag. Le mouvement se dote d'un drapeau inspiré de la guerre des paysans de 1524 à 1525. Matinée de légitimisme réactionnaire, une charrue barrée d'une épée rouge sur fond noir, les couleurs de la Prusse monarchiste, et de nationalisme volontiers antisémite. La mise en forme idéologique des revendications paysannes a été assurée par des agitateurs talentueux, dont les frères von Salomon, Bruno et Ernst, journalistes et écrivains d'extrême droite qui ont vu dans le mouvement paysan l'expression de la partie la plus saine du pays. Et ce mouvement paysan qui va être mis en forme idéologiquement par ces deux frères, c'est un mouvement un peu confus dans l'absolu, puisque on va avoir d'une part ces deux personnalités qui vont être d'extrême droite dans un premier lieu, et il y en a un qui va finir en prison et continuer sur des idéologies d'extrême droite, et l'autre, par peur du nazisme, va progressivement se convertir au communisme et aller faire la guerre d'Espagne et la résistance en France. Donc on est face à des gens qui ont des motifs de colère légitimes, mais qui ont des idéologies très instables, on va dire, puisqu'on passe de l'extrême droite jusqu'à la gauche. Sur le plan institutionnel, la manière dont ce mouvement va être soutenu, ce sera par des partis qui sont essentiellement des partis qui sont des scissions du DNVP, donc Deutsche Nationalist Volksparty, qui est le parti nationaliste du peuple allemand, d'extrême droite. Et ces partis-là vont progressivement perdre en représentativité au profit des nazis. Donc la cause va finir accaparée par les nazis avec l'aide du Reichslandsbund, qui est un syndicat de propriétaires terriens. Donc globalement les plus gros propriétaires terriens agricoles. Et si la région la plus durement frappée par tout ce contexte, c'est le nord de l'Allemagne, il y a aussi une partie qui est beaucoup plus structurellement frappée à l'est, puisque
traditionnellement peu peuplée, éprouvée par un exode rural très précoce, provoqué par les conditions draconiennes imposées aux paysans désireux de bénéficier de l'abolition du servage en 1810, la Prusse orientale a été frappée par la Grande Guerre, qui a fait rage dans la région entre occupation russe et combats de reconquête. Le traité de paix de Versailles isole la région du reste du Reich par le fameux corridor de Danzig, qui, pour ménager un accès à la mer à la Pologne, rend désormais très difficile la circulation de biens et des personnes, donc des produits agricoles, entre ces deux parties de l'Allemagne. Donc globalement, la partie est de l'Allemagne va effectivement être plus structurellement frappée, puisque c'est des gens qui subissent les mêmes contraintes globalement qu'on a au nord, mais en plus de ça, subissent les contraintes du traité de Versailles qui impose le couloir de Danzig, qui ne permet pas de facilement déplacer de la marchandise. Cette partie est, elle est fortement représentée par ce qu'on appelle les Junkers. Junker, c'est la contraction de Junger Herr, qui veut dire jeune seigneur. Donc on est vraiment sur une population qui possède des terres parce que descendante de l'aristocratie, et qui se retrouvent dans une difficulté de continuer de profiter de leur exploitation de ces terres. Et notamment, il y a une personne qui fait partie de cette population d'une certaine manière, c'est le président du Reich. Le président du Reich, dont l'état civil exact est Paul Ludwig von Benckendorff und von Hindenburg, est précisément issu d'une lignée de Junker. Son père, Hans Robert Ludwig, est né en 1802, sur les terres familiales de Gutneudeck, aujourd'hui Ogrodzieniec, à l'est de la Pologne. Commandant de l'armée prussienne, il est encaserné à Posen, entre parenthèses aujourd'hui Poznan, lorsque vient au monde en 1847 son fils Paul, qui embrasse comme son père et l'essentiel de ses aïeux, la carrière militaire, abandonnant l'exploitation du domaine à l'un de ses frères, puis à la veuve de celui-ci, avant que les terres grévées par les dettes ne soient saisies par une banque. C'est pour Paul von Hindenburg, feldmarschall retiré de l'armée, un crève-cœur immense. Le retraité occupe une demeure bourgeoise confortable à Hanovre, où il réside de 1919 à 1925, mais regrette ses souvenirs de jeunesse et la vie aristocratique du grand propriétaire prussien. Après son accession à la présidence du Reich, les Junkers locaux comprennent tout l'intérêt qu'ils peuvent tirer de l'attachement du président à ses terres. Et donc en particulier, on va parler de Elhard von Oldenburg-Jamuschow, qui est un des plus grands propriétaires terriens de cette zone, qui possède 4000 hectares et qui est connu pour être quelqu'un de monarchiste et antisocialiste. Cet homme de droite radicale, député deutsch-conservative sous l'Empire, est familier des éclats oratoires et des insultes réservés aux sociodémocrates, qui sont immanquablement, à ses yeux et dans sa bouche, une bande de porcs. Ein Saufpack, ce monarchiste convaincu est entré dans l'histoire parlementaire pour avoir prononcé lors du débat sur le budget militaire de 1910, à l'adresse de la gauche et des libéraux, une phrase qui résume de manière exemplaire le mélange de monarchisme, de militarisme et de brutalité qui dessine la caricature du Junker prussien. Le roi de Prusse, empereur d'Allemagne, doit être en mesure à chaque instant de dire à un lieutenant « Prenez 10 hommes et fermez-moi ce Reichstag ». Et donc cet homme-là qui a le nez creux en fait et qui se dit on va organiser un truc pour gagner les faveurs du président. Et donc il réunit ses petits copains qui sont aussi d'autres Junkers du coin et ils font un pot commun pour racheter les terres de Hindenburg, puis lui offrir pour ses 80 ans. En réalité, ce ne sera pas offert à Paul von Hindenburg, mais à Oskar von Hindenburg, son fils, puisque ça permettra d'éviter de payer des droits de succession le moment venu. Qui sera évidemment vivement critiqué quand Brüning sera chancelier et qu'il sera question de faire des économies à tour de bras. C'est un pari gagnant tout de même, puisque Elhard von Oldenburg devient intime de Hindenburg et rejoint au sein de sa camarilla. La camarilla, littéralement, ça veut dire petite chambre en espagnol, qui désigne grosso modo un groupe de conseillers proches du président qui vont essentiellement lui donner des conseils, lui retourner des bruits de couloir, etc. et donc créer un effet de cour, entre guillemets. Ce qui est dit, c'est qu'au sein de ce petit groupe, il pousse à la destruction de la démocratie par tous les moyens possibles. Approuve évidemment le contournement du Parlement par l'article 48.2, mais aussi la mise sous tutelle de la Prusse, encore gouvernée par les sociodémocrates le 20 juillet 1932. Donc c'est quelqu'un qui va à la fois pousser pour le retour d'une monarchie, alors que ce soit de manière plus ou moins définie ou pas, mais
d'abattre entre guillemets les pouvoirs du Parlement parce que c'est quelqu'un de profondément anti-parlementariste, mais aussi qui va pousser même à dominer la gauche, en particulier quand il l'invite à prendre le contrôle de la Prusse. Et donc cette camarilla et Paul von Hindenburg va pousser pour soutenir les agrariens par des subventions directes et des crédits d'impôt. Les agrariens, ce sont les politiques en faveur des propriétaires. Souvent, c'est présenté comme en faveur des petits propriétaires, mais en réalité, c'est bien souvent les grands propriétaires qui en profitent le plus. Il sera mis en place un système complexe qui va permettre de financer en premier lieu les proches, que ce soit Oskar von Hindenburg, le fils de Paul von Hindenburg, et Ellard von Oldenburg, qui est donc maintenant un proche de Hindenburg, par ce système. Ce qui va notamment plus tard servir aux nazis pour exercer une forme de chantage quand il sera question de faire tomber le dernier gouvernement et nommer Hitler chancelier au pouvoir. Puis les questions globalement des effets de cour et de comment cette ultra-personnalisation du pouvoir va avoir des effets délétères sur la République de Weimar. La personnalisation extrême du pouvoir suscite ces phénomènes de dégénérescence typiques. Courtisanerie, manœuvre d'antichambre et conciliabule de cabinet, promotion des médiocres. Quêter la faveur du prince conduit à tous les avilissements et consacre naturellement les plus prompts à abdiquer, respect de soi-même et esprit critique. Dans un régime aussi personnalisé qu'une république présidentialiste, ces considérations effarées de vacuité, totalement dépourvues du moindre intérêt, deviennent hélas décisives et font la joie des chroniqueurs friands qui peuvent gloser sur le néant en oubliant les réels problèmes politiques et les vraies questions sociales, économiques, géopolitiques. Un commentaire d'alcôve et de couloir qui tient lieu d'intelligence politique. L'esprit de courtisanerie est bien la mort de l'esprit. Et puis avant de passer aux effets qu'a cette politique ultra personnelle, Chapoutot recadre un peu le portrait qu'il fait d'Hindenburg en disant « Il ne faudrait cependant pas voir dans Hindenburg une simple vieille ganache militaire encalminée dans ses préjugés d'officier, à l'entendement limité, rongé par une sénilité galopante et de Junker, ces nobles Prussiens dont il est une des incarnations les plus nettes. » Il y a, comme nous venons de le voir, du vrai dans cette caricature. Mais les capacités physiques et cognitives du président ne déclinent brutalement qu'à partir du printemps 1933. Auparavant, il n'est certes plus un jeune homme, il a la ténacité des orgueilleux et entend en faire respecter son image et son pouvoir. Hindenburg est entouré d'un cercle de conseillers très étroit, proche de ses enfants et petits-enfants. Il a fait de son fils Oskar, militaire de carrière, son officier d'ordonnance et de facto son chef d'état-major particulier. Sa présence rassure le président, qui se promène avec lui quotidiennement pour passer en revue toutes les affaires de l'État, des nominations civiles aux militaires, aux questions internationales, sans oublier la tactique politique. Se greffe à ce coup père-fils des satellites institutionnels comme le docteur Otto Messner, l'irremplaçable secrétaire général de la présidence du Reich, qui a servi sous Ebert, son prédécesseur, et qu'Hindenburg conserve car il connaît tout de l'État et de l'administration. Et Kurt von Schleicher, qui a été élève officier avec Oskar et qui a servi dans le même régiment que lui, un brillant officier d'état-major qui a fait carrière dans l'administration du ministère de la Guerre, dont il est le chef depuis que Groner l'a nommé chef des Ministeramt en février 1920. Autour de ce cœur nucléaire gravitent des hommes de droite, des grands agrariens et des militaires qui, au fil des audiences et des messages, transmettent les désirata de l'industrie et des Junkers au groupe initial de ce que les contemporains appellent la camarilla. Se grefferont en 1932 un chancelier choisi par Schleicher mais dont le vieil homme s'entiche et qui sait le flatter, Franz von Papen, qui a bien compris comment travailler l'ancien militaire, rebuté par le téléphone, cet instrument moderne qu'il ne maîtrise pas. Hindenburg communique par petits mots rédigés sur des bristoles ou par des conversations en tête-à-tête. Et donc, ce que nous dit Chapoutot, c'est qu'il faut faire attention à ne pas considérer que Hindenburg, c'est un vieux gars sénile réac. C'est avant tout un vieux réac qui est misogyne, qui est antisémite, qui donne les postes de pouvoir aux gens proches de lui et qui veille à ses propres intérêts. Et cette hyper-personnalisation du pouvoir, elle va avoir un effet, c'est que globalement, tout va jouer sur des discussions entre machin et trucs, et ils vont discuter de bidules, et qu'est-ce qu'ils en pensent, et qui aime quoi, est-ce que le chef il en pense quoi.
est-ce qu'il a bien mangé, est-ce que ça le met bonne humeur, est-ce qu'on peut discuter de ça, et qu'est-ce qu'on pense de tout ça. Et ça rend les choses extrêmement bêtes et triviales, mais pour des enjeux vraiment complexes et qui méritent mieux. Notamment, ça va pousser Schleicher à petit à petit mettre de plus en plus de monde sur écoute. C'est-à-dire que plus tard, Schleicher sera nommé chancelier, et à ce moment-là, il mettra absolument tout le monde sur écoute. Il sera notamment malheureux parce que ça lui permettra pas de tout savoir, notamment parce que comme Hindenburg a un désamour pour le téléphone, va communiquer par petit papier, donc ultimement, ça évitera que Schleicher puisse espionner comme il le voulait auprès de ce que dit Hindenburg, et qui causera effectivement la chute de Schleicher au profit de ce que voulait Franz von Papen, et qui finira par nommer Hitler chancelier. Et notamment, ça crée aussi tout un truc de faux semblant où globalement, dans les mémoires de Brüning, il sera question de Brüning qui se plaint d'avoir à se soucier de Oscar, qui est donc le fils du président, et donc faut bien entretenir des bonnes relations avec lui pour s'assurer d'être bien vu par cette personne, et il faut s'assurer d'être bien vu par Hindenburg, etc. De la même manière, il sera question de Schleicher qui fait semblant d'être ami avec Oscar, etc. Et donc on a vraiment ces enjeux qui sont de l'ordre du gossip, vraiment, qui vont devenir centraux et catalyseurs d'événements qui seront un peu dramatiques, puisque effectivement, au final, ce que nous dit Chapoutot, c'est que ce qui va être déterminant dans la mise en place d'Hitler comme chancelier, c'est une rancœur que va entretenir von Papen, les affaires familiales d'Hindenburg, donc notamment avec cette histoire d'aide et de subvention de l'État autour de son domaine, et puis les conseils mal avisés de son fils qui se retrouve promu simplement parce qu'il est son fils, mais qui n'a pas vraiment de savoir-faire politique, quoi. Et donc c'est ainsi qu'on termine ce chapitre sur l'hyper-présidentialisme, où l'enjeu c'est effectivement on se rend compte, plus le pouvoir est concentré sur une seule personne, on s'en retrouve à devoir décortiquer des choses qui ne devraient pas rentrer en ligne de mire, mais qui sont de l'ordre du psyché de que pense tel personnage, est-ce que Hindenburg il n'est pas au fond déjà bien misogyne, bien antisémite, etc. Alors que dans un régime parlementariste, les questions des idéologies, les questions des débats sont bien plus prégnantes et bien plus pertinentes. Alors qu'ici, on va vraiment se poser des questions de l'ordre de qui pense quoi et qui est ami avec qui, et qui ressemble à de la manigance en fait, tellement c'est bas de plafond.